Bonjour Lakshmi. Bonjour Audrey. Bonjour, merci beaucoup de nous donner de ton temps pour répondre à notre question. Alors Lakshmi, du coup, tu es psychiatre, sexologue, sexoanalyste. Ouais, Tu es également formateur, superviseur et puis président de la société suisse en sexologie. ouais, J'ai eu la chance de me former auprès de toi dans l'école d'Ipsalti, notamment sur la sexualité positive et la conjugalité également. Tu as été notre formateur sur tout l'aspect psychiatrique, fonctionnement du cerveau et comment le cerveau impacte notre sexualité. Alors, ouais. comme tu le sais, j'ai fait une étude de besoin auprès d'hommes à Orléans, là où j'exerce, auprès de 129 hommes pour vérifier leur satisfaction sexuelle et conjugale, puisque en 2021, l'IFOD, en fait, a fait une étude de besoin et a mis en avant que 40% des hommes étaient insatisfaits de leur sexualité. Donc, j'ai voulu vérifier ça. Alors, effectivement, dans les répondants, 34% me disent être insatisfaits. Maintenant, j'ai voulu aller dans le détail. Aujourd'hui, je t'interpelle puisque 39% des répondants disent en fait être inquiets de l'écart de libido entre leur partenaire et eux. Et notamment, je voudrais qu'on réponde à Manuel. Manuel me dit, je te dis exactement ce qu'il me dit, je pense très souvent au sexe. Ma partenaire n'a pas autant de libido que moi. Que faire? Je ne voudrais pas que ça devienne un conflit et le sexe m'obsède. Est-ce que tu peux nous répondre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Manuel? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée du conflit conjugal. Alors ça, je dirais que est-ce que c'est réellement lié au sexe ou c'est lié à d'autres choses? Ça vaut la peine quand même d'explorer, hein. Mhm. C'est pas forcément si clair que ça, que si on a une différence de libido, ça doit forcément mener à un conflit conjugal. Je dirais c'est la gestion de la sexualité de couple à ce moment-là qui est remise en question et puis que ça vaut la peine d'en discuter. Mhm. Euh, L'autre partie, c'est l'obsession autour de la sexualité et puis ça, peut-être on en parlera en deuxième partie. Euh, la discrépance de désir sexuel dans un couple, c'est relativement fréquent, hein, que ce soit des couples homosexuels ou hétérosexuels. C'est quand même relativement rare qu'on ait la même libido en même temps et puis qu'on ait envie des mêmes choses. Mhm. Euh, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Il peut y avoir différents types de désirs sexuels et différentes composantes. On peut avoir envie de sexualité parce qu'on est dans une période anxieuse et puis que notre libido est un peu plus haute. Alors, c'est pas vraiment une libido pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à l'autre, mais une libido pour se décharger C'est de ça. tension. Mhm. C'est une des fonctions de la sexualité. On peut avoir plus de désir sexuel parce qu'on a un désir d'enfant, Mhm. par exemple. On peut Ouais. avoir plus de désir sexuel parce qu'on a peur de perdre notre partenaire. Donc, il y a différentes choses qui font que le désir peut être plus important, qui sont pas forcément toujours liées à la recherche de partage et de plaisir sexuel. Après, on a aussi souvent une illusion de désir spontané. Euh, il peut arriver, un peu plus souvent chez les femmes que chez les hommes, que le désir sexuel n'est pas forcément spontané, hein, comme on l'avait vu avec les modèles de la sexualité, de la réponse sexuelle, c'est pas forcément linéaire, hein. Le modèle de Basson est une réponse circulaire, Mhm. euh, où finalement c'est un peu le début d'activité sexuelle et l'excitation qui va mener au désir et pas l'inverse. Mhm. Donc, il peut y avoir une différence de fonctionnalité sexuelle, ça veut pas forcément dire qu'il y a une discrépance de libido. Mhm. C'est juste que la manière de vivre sa sexualité et de vivre son désir peut être différent d'un partenaire à l'autre du couple. Mhm. Et puis, peut aussi varier avec le temps. C'est qu'on peut avoir des périodes où on est plus spontané dans notre désir sexuel, hommes et femmes compris, euh, et d'autres périodes où on est un peu plus réactif, où on a besoin d'un peu plus de stimulation euh, pour avoir envie.
Ok, donc ce que tu dis, Lakshmi, c'est pour Manuel d'identifier finalement est-ce que ce désir dont il parle, il est dû à une période peut-être de stress, de besoin de besoin de relâcher la pulsion du coup qu'il ressent dans son corps. Est-ce que c'est dû à une période de désir de l'autre, d'amour ou d'envie de procréer un enfant? Est-ce que c'est dû à des excitations génitales? Est-ce que le désir, il arrive avant ou après? Donc finalement, d'identifier ce désir aujourd'hui, comment il est construit. Exactement, et d'identifier, hein, on peut considérer la sexualité comme un moyen d'accomplir quelque chose, et alors qu'est-ce qu'il aimerait accomplir au travers de ça? Ok. Et à ce moment-là, voir si vraiment la sexualité de couple est vraiment une bonne réponse à son besoin de base. De base. Donc ça serait déjà une première étape. Quel besoin il y a en dessous? Et finalement, est-ce que sa partenaire a vraiment pas la même libido ou est-ce qu'elle s'exprime différemment? Ça, c'est aussi Tout à important. fait. Hmm. Et puis, si effectivement elle n'a pas tout à fait la même libido, à ce moment-là, on se dira, bon, qu'est-ce qu'il va faire de son reste de libido? Mhm. Ah, il n'est pas obligé disons, de le jouer en couple, il peut aussi le faire tout seul. Mais encore une fois, je dirais, la première idée, c'est de savoir quel est son besoin sous-jacent autour de cette libido. Mhm. Mhm. Un autre élément, vu son âge et puis ses questionnements, est-ce qu'il n'aurait pas une forme d'anxiété ou de dépression sous-jacente? Parce que parfois, chez les hommes, la dépression peut s'exprimer au travers d'une forme d'obsession sexuelle ou hypersexualité ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir si ces questions sexuelles, c'est vraiment la bonne réponse à ce qui lui pose problème, Hmm. ou si ça fait juste partie un peu d'un symptôme d'un problème sous-jacent. Ok. Donc l'aspect obsessionnel pourrait arriver, enfin ce qu'il décrit comme obsessionnel pourrait arriver par du stress ou un mécanisme de dépression qui s'exprimerait dans la sexualité, comme il Tout aurait à pu fait. s'exprimer dans le travail, dans la moto, dans Ouais, le sport. Ok. ouais, tout à fait. Et puis c'est relativement fréquent chez les hommes en tout cas, chez les femmes aussi, mais je dirais c'est quelque chose qu'on va chercher dans les situations où il y a vraiment trop d'obsession autour de la sexualité. Alors on peut pas vraiment mesurer le trop, hein, c'est lui qui le dit, donc on le croit. Mhm. Hein, c'est pas qu'on aurait des échelles pour dire c'est trop, c'est pas assez. Mais comme il le dit et que c'est à l'origine d'une souffrance, Tout ben à fait. on en tient compte. Mhm. Alors, maintenant, il y a cette question effectivement d'obsession sexuelle, c'est-à-dire des pensées sexuelles qui semblent être trop présentes. Et puis là aussi, je dirais, il faut bien aller chercher ce qui est en train de se passer dans sa vie, quel est le sens de ça, est-ce que c'est vraiment la réponse adéquate à ce qui lui pose problème actuellement, que Mhm. ce soit du point de vue intrapsychique ou du point de vue relationnel Mhm. ou contextuel général, hein, c'est tout à fait possible. On reste toujours dans le modèle biopsychosocial, donc on va chercher Mhm. les différents éléments et puis aller creuser un peu quel est le sens et ce qui se passe pour lui actuellement. Euh, donc, je dirais qui est plus de pensées sexuelles chez certaines personnes que chez d'autres, c'est tout à fait normal. Et puis, ça dépend des périodes, tout ça. Quand ça devient plus une forme d'obsession, c'est-à-dire que un peu comme une forme pré-addictive, hein, c'est-à-dire il n'y a pas encore vraiment le comportement euh, addictif, mais il y a déjà les pensées obsessionnelles. Euh, ben là, on se dit il se passe quelque chose d'autre qui fait que la personne se met dans ces obsessions-là. Mhm. Euh, donc ça veut dire effectivement au niveau des pensées que il y a moins de place pour d'autres pensées. Le travail qu'on doit faire, c'est réduire les méfaits que ça peut avoir sur la vie des gens. Donc l'idée, c'est aussi au travers de différents questionnements, et puis c'est de réintroduire ces notions de plaisir, y compris dans le comportement problématique. Hmm. Si on a des pensées obsessionnelles, et puis qu'on se dit, bon, comment ces pensées-là peuvent nourrir mon érotisme, peuvent me faire plaisir, ben on change de perspective. Ok.
Donc D'accord. de retrouver comme j'allais dire une alliance, mais en tout cas de plus combattre ses pensées, mais plutôt d'y voir Exactement. l'intérêt bénéfique. En tout cas, de diminuer les problèmes que ça peut poser, mais surtout d'introduire à nouveau les questions de plaisir, en général, plaisir sexuel, plaisir d'imaginer, d'un imaginaire érotique. Et puis à ce moment-là, ça change un peu la perspective sur ce qui est en train de se passer. Ok. Parce que, effectivement, dans l'addiction, il y a deux choses qui sont, plusieurs choses, mais il y a plusieurs éléments qui sont, disons, péjorés. C'est le plaisir, hein, absence de plaisir, Mhm. absence de préoccupation autour du plaisir aussi, Mhm. et puis le problème de lien. Et puis c'est ce qu'on voit, c'est les préoccupations que ce jeune homme a Complètement. actuellement, avec Mhm. raison. Mhm. Mhm. Oui, oui. Il aborde la peur de perdre le lien, hein, c'est comme ça qu'il le Mmh. formule. Et effectivement, comme il dit, ça l'obsède. On n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de plaisir. En tout cas, il le Mmh. partage pas dans son écrit. Ouais. C'est ce que certains disent, hein, l'inverse de l'addiction, c'est le plaisir et le lien. Mhm. Mhm. Et que c'est à ça qu'on va travailler comme contexte et comme interne et externe Ok. pour améliorer les choses. Donc, identifier ce qui met en désir, réinviter le plaisir et le lien. Alors, à soi et à sa partenaire, j'imagine qu'il y a les deux chemins, Mmh. si c'est en intra et en... Ok, d'accord. Et en parler ou pas à sa partenaire, comment le formuler? Est-ce que tu penses qu'il est pertinent de pouvoir partager à quel point Manuel est en souffrance avec ça? Est-ce que sa partenaire peut faire alliance? Alors, je dirais, ça il faut bien voir quel sera le but de la discussion. Mmh. La discussion, effectivement, ça dépend quelle est leur relation aussi, hein. On ne sait pas depuis combien de temps ils sont là, dans quelle situation ils sont, mais le but, c'est pas que l'un ou l'autre adhère à la façon de fonctionner de l'autre. C'est qu'ils puissent entendre ce que l'autre vit, Mmh. heu, simplement le partager, hein. Mmh. C'est ça déjà la première étape, sans forcément se dire: «Ah ben, il faudra faire comme ci ou il faudra faire comme ça», parce que ça, c'est des choses qui vont venir ultérieurement. Mais Mmh. effectivement, de pouvoir partager ses préoccupations, sa souffrance avec son ou sa partenaire, c'est une des bases pour avoir un bon lien. Mmh. Ah Et ouais. puis ça, effectivement, en général, c'est quand même conseillé, heu, dans dans un cadre thérapeutique, plutôt qu'entre nous, disons, Avec une tierce heu, personne. avec une tierce personne pour pouvoir vraiment faire un partage, heu, du vécu, hem et puis apprendre à pouvoir en parler sans forcément, disons, mettre la pression sur l'autre pour aller Mmh. dans un sens ou dans l'autre. Ouais, tout à fait. Et je pense que ce qui est intéressant et ce que tu partageais aussi, c'est partager sur le sujet sans faire que le partenaire en devienne propriétaire, dans le Mmh, sens où ce partenaire n'a pas forcément ni à se poser en sauveur, ni à se poser en dirigeant ou en comment mmh, dire, en j'allais dire en persécuteur, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, ni ne doit sauver son partenaire, ni ne doit le brider ou contrôler. mmh. C'est ce que tu nous partageais. Sinon, le risque, c'est que le lien devienne autre, plus un lien Oui, de partenariat. ouais, l'idée de partager les choses, c'est de renforcer le lien, pas de le briser. Mmh. Donc, c'est aussi le faire dans ce sens-là. Ok, très bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour tous ces éclairages. J'espère que ça Merci aura à pu toi. aider Emmanuel et puis d'autres hommes à mieux comprendre comment fonctionnent nos pensées sexuelles. Et bien sûr, c'est ok d'avoir des pensées sexuelles. C'est tout à fait normal quand elles prennent pas toute la place. Et si c'est le cas, donc c'est intéressant de se dire d'où ça vient et c'est quoi le besoin en dessous. Est-ce que c'est vraiment un besoin sexuel? Donc c'est Ouais, ce que tu ouais, nous tout as à fait. apporté. Ouais, c'est ça la question, exactement. Ok. Merci beaucoup. Je te souhaite une très Merci à bonne toi. journée à Merci. Genève. Et toi aussi. Très bonne Au journée à revoir, Orléans. Max. Ciao, ciao.